Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. Nous vous offrons 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Pour en profiter, rendez-vous sur le lien en description. Ah, les colombes, ces beaux oiseaux blancs majestueux qui représentent la paix, l'amour et la douceur. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est vraiment un oiseau magnifique. Il l'a mangé, d'accord? Ce mec-là, il a pris une colombe, il a croqué sa tête. Et ne croyez pas que ça partait d'une mauvaise intention. À la base, il se rendait juste avec sa femme dans les locaux de son label CBS afin d'échanger avec son équipe et donner un petit discours positif après plusieurs mois difficiles. Pour conclure son discours et marquer les esprits de son auditoire, Ozzy Osbourne a amené 3 colombes, symbole de la paix. Sauf que une des femmes du label parlait un peu trop au goût d'Ozzy, qui, pour la faire taire, a pris une colombe morte en arrivant dans les locaux et a croqué sa tête. Et visiblement, ce n'est pas le seul événement animalier arrivé dans la vie de la rockstar, puisqu'il a aussi croqué la tête d'une chauve-souris sur scène, lancé de la viande crue avec une catapulte sur son public, le recouvrant d'intestins, de foie, bref, un bel enfer. Ces anecdotes et beaucoup d'autres lui ont valu le surnom de Prince des Ténèbres. Mais le Prince des Ténèbres, Ozzy Osbourne, ce n'est pas qu'une tête de colombe croquée ou des concerts un peu particuliers. Non, ce mec a changé le monde de la musique à jamais. Lui et son groupe Black Sabbath ont été les pionniers dans un style aujourd'hui extrêmement populaire, le heavy metal. Sans Ozzy, le genre n'aurait absolument rien à voir. Mais alors, comment a-t-il fait ça? Et surtout, qui est vraiment le Prince des Ténèbres? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant, il faut que je vous donne une stat. 90% des utilisateurs de Spotify utilisent des playlists pour découvrir de nouvelles musiques. C'est une opportunité de fou pour les auditeurs, mais c'en est une encore plus grande pour les artistes, parce que plus vous êtes placé dans des playlists, plus vous avez de chances de faire découvrir votre musique à de nouvelles personnes. Le problème, c'est que rentrer en playlist, ça prend du temps et c'est compliqué, mais heureusement, DistroKid a construit un petit outil ultra pratique pour aider les artistes à trouver les adresses mail des playlists qu'ils veulent intégrer. Petite démo en direct, vous cliquez sur Playlister, vous entrez le genre musical de votre musique, ça va vous indiquer de ne jamais payer pour des playlists, et ça il faut vraiment le garder en tête. Et ensuite, bam, vous avez toute une liste de playlists qui correspondent à vos mots-clés, et surtout, vous avez les adresses mail qui vous permettent de contacter le curateur. Et ça, je vous assure que ça va vous faire gagner un temps précieux en tant qu'artiste. Si vous voulez souscrire à un abonnement DistroKid, vous pouvez passer par le lien dans ma bio et vous bénéficierez de 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Maintenant, retour à l'histoire du Prince des Ténèbres. On est en 1948 dans le quartier d'Aston, à Birmingham. Aux alentours, des usines à perte de vue et les marques des bombes larguées durant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce décor que va naître John Michael Osbourne, qu'on surnommera vite Ozzy. Le début de sa vie est assez rude. Il a 5 frères et sœurs avec qui il partage tout. Le foyer n'est pas très fortuné, ils n'ont pas de savon, pas de papier toilette, et les toilettes, justement, sont dans le jardin. Malheureusement, Ozzy ne trouve pas plus de réconfort à l'extérieur. C'est un garçon peureux, très peu confiant, qui, pour cacher cette peur, devient vite le clown de la classe, le cancre, celui qui fait tout pour faire rire les autres, cachant ainsi ses insécurités derrière des pitreries. Pitreries qui ne font pas vraiment rire, ni ses professeurs, ni ses parents. Très vite, Ozzy fume dans les toilettes et tout le temps dehors à jouer dans les cratères creusés par les bombes, et à 16 ans, il finit par quitter l'école. Soit tu feras quelque chose d'exceptionnel, soit tu finiras en prison, lui dira son père, sans savoir que ça va être les deux. Mais pour le moment, Ozzy doit trouver du travail et il va enchaîner plusieurs boulots différents en commençant notamment par l'usine. Sauf que ça ne l'arrête pas dans les petits délits qu'il commettait au collège et il se retrouve à cambrioler le magasin derrière chez ses parents. Pour la première fois de sa vie, Ozzy va passer par la case prison. Son père refuse de payer la caution, il veut qu'il prenne la responsabilité de ses actes, alors durant 6 semaines, Ozzy, tout juste majeur, va se retrouver dans une cellule et passer un très mauvais moment. À sa sortie, il a une conviction, il ne veut plus jamais remettre les pieds en prison. Mais il a aussi une autre conviction,
Il ne veut plus retourner à l'usine. À cette période, Ozzy enchaîne plein de métiers différents. La plomberie, les chantiers, l'usine et même l'abattoir, mais il ne garde jamais très longtemps un travail car ça ne le passionne pas. Ce n'est pas ce qu'il a envie de faire en se levant le matin. Lui, il ne rêve que d'une chose, faire de la musique. Depuis son enfance, Ozzy entend de la musique, mais c'est à 14 ans qu'il va avoir une révélation avec les Beatles. Il comprend immédiatement que c'est ça qu'il a envie de faire, mais ce n'est pas si facile. Il arrive cependant à convaincre son père de lui confier 250 livres avec lesquels il va acheter un micro-chour, un pied et une petite sono. Ça, c'est le plus beau cadeau que peut lui faire son père. On est en 1967 et Ozzy, avec son nouveau matériel en poche, intègre son premier groupe en tant que chanteur, Rare Breed, avec un mec du nom de Geezer. Et ça donne... rien. Le groupe échoue et il ne ressort pas grand-chose de la formation. Ozzy, qui n'a déjà pas vraiment confiance en lui, ne se sent même plus à la hauteur et pense à abandonner la musique. Mais avant de penser à ça, il a laissé une petite annonce dans le magasin d'instruments de la ville. Il y était simplement noté « Ozzy Zig needs gigs » ou « Ozzy a besoin de concerts ». Et en bas de l'annonce, il y avait un petit message précisant qu'il avait sa propre sono. Si aujourd'hui ça ne fait plus aucune différence, à l'époque trouver un membre dans le groupe qui avait de quoi être sonorisé, c'était un truc de malade. C'est cette petite annonce qu'Ozzy pensait enlever du magasin depuis longtemps qui va changer le cours de sa vie. Deux musiciens, Tony Iommi, guitariste, et Bill Ward, batteur, contactent Ozzy pour former une nouvelle formation musicale après l'échec de leur premier groupe qui s'appelait Mythology. Ozzy accepte et découvre que Tony est un ancien camarade d'école. Geezer, l'ancien de Rare Breed, rejoint également la bande en tant que bassiste et deux autres mecs viennent compléter le groupe, Jimmy Phillips, guitariste, et Alan Clark, saxophoniste. Ensemble, ils forment la Polka Tulk Blues Band et... ça ne marche pas non plus. Jimmy et Alan quittent le groupe et la bande se renomme Earth. Le groupe fait alors une sorte de blues assez peace and love, mais encore une fois, ça ne marche pas vraiment. Juste à côté de la salle dans laquelle ils répètent, il y a un cinéma. Geezer remarque alors que les gens s'y déplacent pour regarder des films d'horreur. Il en parle au groupe et ensemble, ils prennent une décision. Ils vont changer la thématique de leur musique et faire des morceaux qui font peur. Ils veulent explorer quelque chose de plus sombre. Et le premier morceau qu'ils composent à la suite de cette décision, c'est Black Sabbath. Là, c'est une sorte de révélation. Ils ont un son que les autres n'ont pas. Et ça, il y a un musicien qui le remarque, c'est Jim Simpson. Jim, c'est un musicien, un producteur, mais c'est aussi le fondateur d'un club, le Henry's Blue House. Il invite le groupe à jouer dans son club et juste après leur prestation, il leur propose de devenir leur manager. Le groupe accepte mais se rend compte que le nom de Earth est déjà utilisé par un autre groupe, alors ils signent sous leur nouveau nom, Black Sabbath. Le 30 août 1969, la bande joue leur premier concert sous leur nouveau nom à Workington, en Angleterre. Jim Simpson, leur nouveau manager, leur donne 1000 livres pour enregistrer leur premier album. Le groupe se met à composer, à mettre leur univers sonore sur bande, et une fois l'album terminé, Jim Simpson l'envoie à ses contacts. On est le 13 février 1970 et Black Sabbath, l'album éponyme du groupe, sort au Royaume-Uni. Je pourrais vous dire que l'album se classe directement 8e dans les charts au Royaume-Uni, 23e dans le Billboard aux US, je pourrais vous dire qu'il va être platine aux États-Unis, mais c'est pas vraiment ça le plus important. Cet album, c'est bien plus que beaucoup de ventes ou de bons classements. Cet album, il va en fait devenir le symbole d'un nouveau courant musical, le heavy metal. Il est toujours difficile de savoir où et comment est né un style musical. C'est compliqué de définir précisément ces informations. Par exemple, en 1969, soit un an avant l'album Black Sabbath, le groupe Coven sort Witchcraft, un album qui pourrait être qualifié de heavy metal. Cependant, il ne s'agit pas forcément d'être premier pour être pionnier. Et en fait, c'est surtout une question d'influence sur le style dans le monde
Et sur ce point, Black Sabbath, l'album, est clairement extrêmement bien placé, à tel point qu'aujourd'hui, il est considéré par énormément de gens comme le premier album de heavy metal. Et que ce soit vrai ou pas, c'est pas vraiment important. Ce qu'on ne peut cependant pas nier, c'est l'influence de Black Sabbath, le groupe, sur le style. La même année, le groupe enchaîne avec l'album Paranoid, défini par NPR comme un album qui définit le genre. Black Sabbath et Paranoid ensemble vont constituer la base du heavy metal, en tout cas du heavy metal traditionnel. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment un truc de fou. Il y a très peu de groupes dans l'histoire de la musique commercialisée qui arrivent à imposer autant leur style en si peu de temps et à autant marquer sur le long terme l'histoire. C'est évidemment impossible de lister tous les événements qui ont permis cet exploit, mais je vais quand même vous en donner quelques-uns que je trouve pertinents. Déjà, il y a eu une question de timing. En 1970, les Beatles, véritable phénomène de l'époque, se séparent. Ça laisse une sorte de trou dans l'industrie musicale, permettant à des styles d'émerger, dont le heavy metal. Un cycle se termine, un autre commence, vous connaissez la chanson. Ensuite, dans cette même période, la technologie évolue et offre notamment de nouvelles possibilités musicales. Les pédales de distorsion existent déjà depuis une petite dizaine d'années, mais Black Sabbath va pousser leur utilisation pour rendre le son de leur guitare électrique plus riche et plus profond. Et puis, le jeu de guitare de Tony est différent. Et à la base, c'était pas vraiment fait exprès. Tony travaillait à l'époque dans une usine sidérurgique et a vécu un accident dans cette usine qui a coupé le bout de certains doigts de sa main. Les médecins lui ont annoncé qu'il ne pourrait plus jamais jouer de la guitare, mais c'est mal connaître Tony. Il a utilisé des dés à coudre pour combler le bout de ses doigts manquants et est reparti de zéro dans son apprentissage, ce qui a donné lieu à une autre manière de jouer. S'ajoute à ça l'utilisation des accords du diable, un son global que le groupe fait tout pour rendre lourd et sombre, et cette combinaison d'éléments, bien que pour la plupart pas si novateur en soi, crée quelque chose d'unique, un nouveau style. Ce nouveau style plaît énormément au public. Le succès du groupe leur permet de populariser le heavy metal en compagnie de deux autres groupes renommés que sont Led Zeppelin et Deep Purple. En bref, là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Paranoid est numéro 1 aux États-Unis, le groupe fait des concerts partout, ils ont des millions de fans, ils viennent de révolutionner le monde de la musique, bref, tout va bien, à quelques détails près. Vous vous rappelez de Jim Simpson, le premier mec qui a cru en Black Sabbath, qui les a fait jouer dans son club et qui est devenu leur manager? Et il se trouve qu'il n'est pas très compétent aux yeux du groupe, dépassé selon Ozzy. Il y a notamment une anecdote qui le prouve, c'est qu'il avait programmé des concerts pour le groupe dans des salles et donc négocié un cachet, sauf qu'entre-temps, le groupe a acquis une popularité de malade, il méritait de jouer dans des endroits beaucoup plus grands et surtout en étant beaucoup mieux payé. Sauf que Simpson, il n'a pas cherché à renégocier ses deals. Bref, cette info, elle tourne un peu dans le milieu et il y a un manager qui va chercher à signer le groupe, c'est Don Arden. Don Arden, il a la réputation d'être l'homme le plus redouté de l'industrie musicale, rien que ça. Et en effet, c'est un homme un peu violent qui a l'habitude d'envoyer ses amis musclés quand un musicien n'est pas d'accord avec lui, par exemple. Bref, il a souvent recours à la force physique et aux menaces, et ça, tout le monde le sait. En 70, il essaie de signer Black Sabbath, mais le premier rendez-vous se passe assez mal et le groupe est terrorisé à l'idée de signer un contrat avec ce type. À la place, ils vont signer dans un label qui s'appelle Worldwide Artists, et plus précisément avec deux managers, Patrick Meehan et Wilf Pine. Et si vous pensiez que c'était quand même pas très cool de la part du premier manager de pas avoir renégocié les dates, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre avec les nouveaux managers. Parce qu'en fait c'est très simple, Meehan, il va tout mettre à son nom. Entre 1970 et 1974, le groupe va sortir 5 albums, aujourd'hui considérés comme des grands classiques. Ils vont faire des tournées mondiales. Bref, pendant 4 ans, le groupe ne va vraiment jamais s'arrêter. Pendant ce temps, ils ont quand même l'impression d'être riches et de gagner énormément d'argent parce que les membres du groupe s'achètent des belles voitures, des maisons. Sauf que tout ça, c'est pas à leur nom. C'est au nom de Meehan. Et pire encore, Meehan possède la musique de Black Sabbath. Le problème, c'est qu'à l'époque, les 4 garçons du groupe, ils sont jeunes et inexpérimentés sur tout ce qui concerne le business de la musique. Alors,
même s'ils se posent des questions et qu'ils trouvent étrange que leur manager ne réponde jamais quand ils l'interrogent à propos des sommes gagnées par le groupe, jusqu'ici, ils laissent passer. Jusqu'en avril 1974. Le groupe rentre de 4 longues années de travail acharné entre albums et tournées. La formation est épuisée, les membres ont des problèmes de santé, ils ont besoin d'une pause. Sauf que Mian les appelle et les informe qu'ils doivent jouer au California Jam, un immense festival de musique aux États-Unis. Et ce n'est pas une proposition ou une opportunité, c'est une obligation. Le groupe est donc contraint de repartir, ils donnent tout ce qu'ils ont sur scène et seront payés très peu par rapport à la grandeur de l'événement. Pourtant, Mian, pour le festival, il a touché 250 000 $, ce qui était énorme à l'époque. C'en est trop. Cette fois, le groupe se penche sur l'affaire et se sépare de leur manager. Commence alors un long et coûteux procès entre les deux parties. Mais en attendant, ils ont plus de manager. Le groupe va tenter de gérer ça en interne, va aussi faire appel à des amis ou à d'anciens collaborateurs du groupe, mais rien ne convient vraiment. Là, c'est le chaos total au sein de la formation. Et puis, en 1976, finalement, ils vont finir par signer avec un nouveau manager, Don Arden. Oui, l'homme un peu violent chez qui ils ne voulaient pas signer au départ. Sauf que ça ne va pas résoudre tous leurs problèmes. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont à l'aube d'un événement majeur qui va tout changer pour le groupe. Il y a un sujet que l'on n'a pas évoqué jusqu'ici, mais qui est pourtant omniprésent dans la vie d'Ozzy et du groupe, c'est la drogue. Le groupe est tout le temps drogué, alcoolisé, c'est poussé à l'extrême et c'est tout le temps. On est en 1978, le groupe est encore en tournée, ils défendent sur scène un album qu'ils ont dû bâcler à cause de leur manager dont ils ne sont pas fiers. Du coup, l'album est mal reçu par les fans, mais ils se doivent de continuer les représentations. Du coup, ils prennent encore plus de drogue, bref, ils sont engloutis peu à peu dans une spirale infernale. Et puis, cette même année, le groupe loue une maison à Los Angeles pour continuer la composition de leur album en cours. Et là, Ozzy disparaît. Durant 6 semaines, il ne se présente pas aux sessions et personne ne sait où il est. Ozzy devient de plus en plus distant au fil des mois avec le groupe, tout ça dans un nuage de drogue. Et Black Sabbath, en accord avec leur manager, prennent une décision. S'ils veulent continuer à tourner en tant que groupe, ils doivent virer Ozzy. Le batteur va donc être envoyé pour informer le chanteur de son exclusion. Sans surprise, le choc sera à la hauteur de la déception pour Ozzy. Ozzy va sombrer. Il faut noter que même avec tout ça, Ozzy avait eu le temps de se marier avec une femme du nom de Thelma Riley et il a même eu 2 enfants avec cette femme. Il avoue lui-même avoir eu des comportements déplacés avec eux tous, sa femme veut demander le divorce et tout ça n'arrange rien à sa situation. Ozzy s'enferme durant 3 mois dans un hôtel, ses journées se résument à manger des pizzas, regarder la télé, payer des prostituées et évidemment prendre énormément de drogue et boire énormément d'alcool. À ses yeux, sa carrière est terminée. Il vit comme une injustice son exclusion du groupe et à ce moment, rien ne semble pouvoir lui remonter le moral. Mais ça, c'est sans compter sur l'arrivée de Sharon. Sharon, c'est la fille de Don Arden, le manager de Black Sabbath. Elle lui rend visite à l'hôtel et tente de lui remonter le moral. Et elle va avoir un rôle clé dans la suite de la vie d'Ozzy. Car il ne le sait pas encore, mais il est très loin d'avoir accompli ne serait-ce que la moitié de ce qu'il va construire dans sa vie. Sharon est convaincue du potentiel d'Ozzy et veut absolument qu'il reprenne la musique. Et pour ça, elle va l'aider à préparer sa carrière solo. C'est elle qui va aider Ozzy à préparer des auditions, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il recrute un bassiste, Bob Daisley, un batteur, Lee Kerslake, et un guitariste. Mais pas n'importe quel guitariste. Ozzy est énervé, il déteste passer des auditions, il est sous drogue et sous alcool, et il est au bout de sa vie. Et c'est dans ces états qu'il auditionne les futurs musiciens, dont ce mec, Randy Rhoads. Dès qu'il commence à jouer, Ozzy, malgré son état, se rend compte du potentiel du musicien. Celui-ci va devenir beaucoup plus qu'un guitariste pour Ozzy. Il va devenir son ami. Randy est ambitieux et il fait ressortir le meilleur chez Ozzy. Il lui redonne toute la confiance qu'il a perdue.
Ozzy revit de nouveau. De plus, Sharon est devenue un petit peu plus qu'une amie, il a commencé à sortir avec elle et elle est dans le même temps devenue sa manageuse. On est le 12 septembre 1981 et Ozzy s'apprête à sortir son tout premier album en tant qu'artiste solo, Blizzard of Oz. Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz Expanded Edition. Et c'est un succès! Il sera 4 fois platine aux États-Unis, c'est un banger, l'album est bien reçu, c'est un super début et surtout le début d'une super période pour Ozzy. Il repart en tournée, compose en quelques semaines son deuxième album, Diary of a Madman. Les concerts sont fous, Ozzy a retrouvé une vraie joie de vivre et surtout beaucoup de plaisir à faire de la musique. Bref, ça va vraiment bien. Son image de rockstar se renforce avec des actes scéniques choquants pour le public. C'est notamment à cette période qu'il va croquer la chauve-souris vivante sur scène. C'est une information qui passera à la télé et qui donnera lieu à énormément d'autres rumeurs qui, elles, n'étaient pas vraies du tout, comme le fait qu'il devait tuer des chatons avant d'aller sur scène. Bref, Ozzy se fait une renommée mondiale en tant que prince des ténèbres, rockstar un peu déjanté, mais en vrai de vrai, à ce moment-là, tout va vraiment bien. Sauf que, comme à chaque fois que ça va vraiment bien, un malheur va venir secouer la vie d'Ozzy. On est le 19 mars 1982, Ozzy et Sharon dorment dans le bus de tournée garé à côté d'une maison en Floride lorsqu'ils entendent un énorme bruit sourd provenant de l'extérieur. Ils sortent du bus, alarmés, et voient un avion en flammes qui vient de s'exploser contre la maison à côté de laquelle ils dormaient. Cet avion, c'est celui qui transportait Randy Rhoads, le guitariste et ami de Ozzy, qui va mourir dans l'accident, lui ainsi que le pilote de l'avion, Andrew Aycock, et la maquilleuse du groupe, Rachel Youngblood. En une fraction de seconde, Ozzy vient de perdre un de ses meilleurs amis, âgé de seulement 25 ans, dans les flammes. Randy Rhoads, 25-year-old talented guitar player for the Ozzy Osbourne Band. He was killed instantly when his single-engine aircraft cartwheeled after striking the tour bus. Malgré tout, la tournée continue, les concerts rendent hommage au guitariste décédé, mais la descente aux enfers pour Ozzy va recommencer. Il va essayer d'oublier la douleur en ajoutant encore plus de drogue et d'alcool dans sa vie. Sharon va devoir redoubler d'efforts pour ne pas le laisser sombrer. La vie s'enchaîne, Ozzy divorce avec son ex-femme et se marie avec Sharon, véritablement son âme sœur. Celle-ci tombe enceinte et accouche de leur premier enfant qu'ils emmènent en tournée. Le rythme est effréné, ils auront 2 autres enfants par la suite. Et même si Ozzy a le courage d'aller en cure de désintoxication après le premier accouchement de Sharon, il en ressort dans un état quasi similaire. Pour lui, ce n'est plus du tout de la consommation festive, faite pour l'amuser et le faire profiter du moment. C'est à présent passé du côté pathologique et les conséquences vont être désastreuses. Ozzy, d'ordinaire énergétique, est calme depuis quelques jours. Sharon sent en elle une sorte de mauvais pressentiment. Un soir, Ozzy s'assoit en face d'elle, sur le canapé en face de leur lit. Il la regarde, ses yeux sont voilés. Sharon prend peur sans vraiment savoir pourquoi, mais avant même qu'elle n'ait le temps de réagir, Ozzy s'approche et tente de l'étrangler. Sharon tombe au sol tandis qu'Ozzy continue de tenter le pire. Heureusement, un bouton d'urgence situé dans la chambre permet à Sharon d'appeler à l'aide. La police arrive et Ozzy, bourré et défoncé, se retrouve au commissariat pour tentative d'homicide. Ozzy, une fois sobre, ne réalise même pas ce qu'il a essayé de faire. Il comprend à présent qu'il faut absolument qu'il se soigne. Sharon retire sa plainte et Ozzy est envoyé 6 mois en cure de désintoxication. En sortant de tout ça, Ozzy, âgé de 45 ans, se dit qu'il est sûrement temps de se reposer un peu. Il prend conscience qu'il a 3 enfants, qu'il aime profondément Sharon, il a une relation extrêmement fusionnelle avec elle et les événements qui auraient pu les séparer les ont unis profondément. Il est peut-être temps pour le prince des ténèbres de se ranger. En 1993, il organise alors une tournée d'adieu, défendant dans le même temps son dernier album, No More Tears, aujourd'hui considéré comme un des grands classiques de sa discographie. Après cette dernière tournée, il part avec sa famille en Angleterre et trouve la paix au cœur d'une grande maison entourée de champs dans laquelle il peut enfin passer du temps avec ses enfants et sa femme. Sauf que ça va pas totalement bien parce que la scène lui manque. Alors est-ce qu'on serait pas reparti pour un autre exploit d'Ozzy ? Sharon lui propose de participer au Lollapalooza à Chicago, elle joint donc les organisateurs et
Ces derniers refusent. Bah ouais, Ozzy, il s'est retiré officiellement, il a pas de nouveautés, il est pas très hype pour un festival. Et ça plaît pas trop à Sharon, qui décide qu'ils vont organiser leur propre festival, le Ozzy Fest. C'est reparti pour l'organisation d'un événement qui va accueillir des dizaines de milliers de personnes et qui va voir Black Sabbath, le line-up original du groupe, se réunir pour la première fois sur scène en 1997. Et ça, c'est incroyable. Le niveau de popularité d'Ozzy est déjà très élevé, mais c'est pas encore assez novateur pour la rockstar qui va faire un truc qui aujourd'hui peut paraître presque banal, mais qui à l'époque était complètement nouveau. Le foyer Osbourne va ouvrir ses portes aux caméras d'une sorte de télé-réalité. Si c'était plutôt l'idée de Sharon et qu'Ozzy n'est que moyennement enthousiaste à cette idée, il se trouve que c'est précisément ce show qui va le faire passer de statut de rockstar, admiré par les fans de métal en général, à star de la pop culture que toute la famille connaît. C'est l'une des premières fois à la télé qu'une célébrité montre son quotidien et il faut comprendre que dans le star system de l'époque, c'est vraiment incroyable de voir réellement en direct la vie d'une rockstar et de sa famille. Bref, là, Ozzy, il vient d'atteindre un autre niveau de popularité. Et est-ce que je vais encore vous annoncer une mauvaise nouvelle ? Oui. En 2003, Ozzy va avoir un accident. Un accident extrêmement grave de quad. Il faut comprendre qu'Ozzy a toujours eu des problèmes de santé plus ou moins graves. Il a par exemple un syndrome parkinsonien non évolutif et globalement la drogue et l'alcool en de si grosses quantités, plus le rythme de vie, n'ont pas fait de bien à son corps. Ozzy va s'en sortir. Malgré ses problèmes de santé, il sortira un nouvel album avec Black Sabbath en 2011 et sortira d'autres albums solo. Il fera d'autres tournées, ponctuées également d'interventions médicales. Aujourd'hui, Ozzy a eu 75 ans et il a déclaré officiellement qu'il ne ferait probablement plus jamais de concert de sa vie. Malgré tout, il a quand même encore un peu d'optimisme. Je vis au jour le jour et si je peux me produire à nouveau, je le ferai. Mais c'est comme dire adieu à la meilleure relation de ma vie. Au début de ma maladie, lorsque j'ai arrêté les tournées, j'étais vraiment en colère contre moi-même, les médecins et le monde. Mais avec le temps, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'accepte ce fait. Je ne vais pas me présenter sur scène et faire du Ozzy sans enthousiasme en cherchant à attirer la sympathie. Quel est l'intérêt de ça ? Je ne vais pas y aller non plus dans un putain de fauteuil roulant. J'ai vu Phil Collins jouer récemment et il a pratiquement les mêmes problèmes que moi. Il monte sur scène en fauteuil roulant, mais je ne pourrais pas faire ça. La drogue, l'alcool, le sexe et même la tranquillité de la campagne anglaise ne pourront jamais procurer autant de plaisir à Ozzy que la scène. Il aime profondément ses fans, leur a toujours montré du respect et la chose qu'il aime vraiment faire, c'est communiquer son énergie débordante avec cette foule venue pour l'acclamer. C'est pourquoi sur beaucoup de vidéos de concerts, vous le verrez le sourire aux lèvres. Ozzy, c'était juste un type normal, avec des rêves, qui a vécu sa vie à 1 milliard de % et qui n'arrêtera jamais de le faire. Jusqu'à ce que mort s'en suive.